Il faut préciser que du côté de Mafanko, il y a eu cette décision qui est survenue hier, cette décision qui arrive justement à condamner ce gendarme du nom de Mangé Sako, Mm. qui était accusé de vol à main armée. Mhm. Il faut rappeler qu'un peu c'est ce qui décrit l'attitude un tout petit peu de nos forces de l'ordre. On a généralement des forces de l'ordre qui ne restent pas dans leur position, dans leur mission régalienne. Donc certains vont des abus et de l'autre côté là, cette décision-là vient conforter un peu ces impunités-là qui ne sont pas observées et cette décision pourra servir d'exemple aux autres forces de l'ordre également qui généralement ne sont pas dans cette mission-là. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que la condamnation est intervenue, on a 3 et 5 ans d'emprisonnement ferme avec une amende de 3 millions. Donc généralement, on sait que pour les cas de vol simple, c'est 3 ans d'emprisonnement. Oh. Mais comme le vol est aggravé avec main armée, donc on va à 5 ans. Donc ça, ce sont les dispositions du code pénal. Et il y avait quelques citoyens également qui s'interrogeaient pourquoi on n'a pas requis en quelque sorte la compétence du tribunal militaire. Oui, parce que c'est un gendarme. C'est un gendarme. C'est important de tenue. Voilà. Et il y a un tribunal spécial pour ces porteurs de tenue. Justement, il faut rappeler également la précision à ce niveau parce que si c'est des infractions d'ordre militaire ou dans l'exercice de ses fonctions, que ce soit insubordination, que ce soit par exemple abandon de poste, on aurait pu requérir la compétence du tribunal militaire. Mais dans ce cadre de circonstances, c'est une infraction de droit commun, donc une infraction de vol armé. Oui, il y a un conseil de discipline au sein même du conseil militaire d'abord. Il y a un conseil de discipline justement, pour abandon de poste, pour insubordination. Mais si c'est des faits aussi aggravés, il y a le tribunal militaire aussi qui tranche directement. Qui tranche directement. Et également la précision qu'il faut apporter, lorsque c'est une infraction pénale, on poursuit. Donc, ce qui veut dire qu'il soit militaire ou pas, il est d'abord civil avant d'être militaire. Exactement. Alors, c'est ce qu'il fallait apporter à ce niveau. La deuxième loupe rapidement, il faut rappeler que la Fédération guinéenne de cyclisme également a... D'après les informations qu'on a, les cyclistes se plaignent un tout petit peu des vélos qu'ils ont reçus. Donc l'état de ces vélos-là, il faut rappeler que c'est un état de d'ébriété. Donc j'ai envie de poser cette question. Ils existent ça ne représente pas en tout cas très bien le pays. Lorsqu'on participe à une compétition, il faudrait mettre les moyens à profit pour permettre à ces gens-là de bien représenter le pays. Et de l'autre côté, c'est pas ce qu'on a observé. Mais la question que j'ai envie de poser, est-ce que ces cyclistes, cette discipline aujourd'hui même existe? Quand je dis existe, c'est vrai, oui, sur le plan, sur le papier, et tant bien que mal, ce sont des personnes quand même qui se débrouillent. Mais est-ce qu'il y a une fédération exacte qui est soutenue? Parce qu'on ne connaît même pas des fédérations aussi qui sont soutenues, à part le football et un peu le basketball, le handball. Et à part les autres disciplines, on se dit que ça n'existe pas. Il y a même la fédération guinéenne de karaté. En fait, c'est des disciplines aujourd'hui sûrement qui n'ont pas assez de visibilité, mais lorsque les compétitions sont là, ces fédérations-là arrivent à mettre le petit temps pour préparer les candidats et tout, mettre les moyens à profit pour aller représenter le pays. Et tu as rappelé tout à l'heure la fédération guinéenne de karaté, non, de karaté. Je connais un monsieur qui a été champion, vice-champion d'Afrique, qui a été champion de Guinée, qui a allé, je crois, deuxième vice-champion du monde dans des années. Mais je vous jure, il est dans mon quartier, il se promène à pied et parfois on fait du thé et on lui donne le sucre, le prix du sucre parfois, jusqu'à présent. C'est surtout des choses qu'on n'aime pas voir. Exactement. Parce je te dis bien, vice-champion d'Afrique. Il n'a pas eu les bénédictions de son maître. Non, pas forcément. Non, c'est parce que c'est la fédération. Aujourd'hui, l'État ne met pas le paquet dans cette discipline. Donc, c'est pour cela que c'est déplorable. C'est très déplorable. Tu ne peux pas avoir un vice-champion qui est allé en Chine, qui a fait l'Afrique, qui a fait le monde, revenir et puis sans rien. Oui, mais vous savez que c'est dans la coutume guinéenne. Et le seul sport qui est favorisé, c'est le football. À part ça, aucun autre sport n'est privilégié. L'État est prêt à investir dans le football, dans le CILI national, que ce soit n'importe quelle catégorie, mais au finish, c'est la désolation. Non, là même les anciens footballeurs, on a vu certains. Justement, c'est là la question. Les anciens, c'est là la question. Les anciens, on a l'impression que c'est une malédiction
quand tu pratiques certaines disciplines en Guinée, c'est une malédiction. Après, c'est peut-être on reste à l'abandon. C'est comme si tu t'es permis de servir le pays s'est servi de toi et aurait tout. Non, justement. Il y a certains aussi qui gèrent mal leur carrière. À un certain niveau, il faudrait mal leur carrière aussi. Il faudrait aussi qu'on arrête de se lamenter. J'allais laisse-moi ouvrir la parenthèse pour certaines personnes qui viennent d'arriver, puisque on les a montré le gros plan. Parlez bonjour. Bonjour. Le taliban de l'émission. Alors, d'accord. Voilà. Merci. Je t'ai simplement dit bonjour. Hein. Tu n'as rien à dire. Tu n'as rien à dire. Je n'ai fait que dire bonjour. Diané, nous allons revenir sur ta loupe. Toi, ta loupe ce matin. Oui, la première loupe, c'est un journaliste qui a été attaqué du côté de Wanindara. Effectivement, c'est un journaliste qui travaille pour le site Info Wali Media, qui c'est de retour de son travail pour la maison est tombé dans une embuscade, il faut appeler comme ça, parce qu'il a trouvé que des gens manifestaient du côté de Wanindara, où voilà, malheur pour lui, il s'est trouvé dans ce mauvais endroit, et non loin d'ailleurs de la BAC 13 de ce côté. Il a appelé avec insistance donc le secours de cette unité qui a pour mission donc de lutter contre les grandes criminalités, mais qui malheureusement n'a pas lui porté secours comme il l'attendait. Ça nous ramène encore toujours à se demander sur encore le rôle régalien, le rôle régalien de l'État, mais également aussi finalement, puisque cet acte s'est passé non loin donc d'une unité spécialisée, et je me demande comment est-ce que sera possible que l'on appelle les numéros verts qui ont été mis à la disposition donc des citoyens en cas donc de nécessité, quand on sait que devant les autorités, les citoyens se font attaquer, mais qu'ils ne réagissent pas. Donc ça mène à réfléchir vraiment. Ça mène à réfléchir, moi, de mon côté. Surtout, c'est un journaliste. Généralement, quand ce sont des manifs, les journalistes avec leur badge, et dès qu'ils sont attaqués, ce sont des personnes qui se présentent. Mais on a l'impression que ces manifestants, on ne considère personne. Et c'est un objectif, il faut saccager ou bien il faut s'attaquer à tout. Il faut préciser que d'ailleurs, ces matériels non seulement lui ont été arrachés, mais également sa moto également aussi. Est-ce que ce sont des manifestants? Est-ce que c'est pas, disons le mot, c'est des bandits? Parce que bien entendu, un journaliste quand même s'attaquer à un journaliste, dès que tu découvres avec ce qu'il a au moins comme des outils de travail, c'est son dictaphone, son ordinateur. Non, ce n'est même pas un journaliste seulement. Non, je dis d'abord. Non, ce n'est même pas un journaliste seulement. Quand on sort pour manifester, ce n'est pas pour s'attaquer à des paisibles citoyens. Disons-nous la vérité, que ce soit journaliste, chauffeur ou quoi que ce soit, il faut laisser les gens tranquilles. Il y a des gens qui se fondent dans la masse également pour s'attaquer aux gens. C'est-à-dire que ce n'est pas que des manifestants, ils se servent de la manifestation comme prétexte. Oui, ceci-là était d'ailleurs des bandits. C'était des bandits parce que le gars il n'était pas seul, il était accompagné d'une personne qu'il avait prise pour faire chemin. Ce dernier également aussi a été dépossédé de ses matériels. Mais le problème ici, c'est que c'est, n'est-ce pas, l'insouciance de l'unité qui était à côté ici, le manque de secours. Parce que là, c'est possible, il peut même les poursuivre pour non-assistance donc des personnes en danger. Et là, parce qu'il a vu, le gars se faisait tabasser par des bandits qui étaient armés de gourdins, de machettes et autres. Donc ils sont restés dans l'indifférence totale. Et c'est ce qui est logique. Qui ne sont pas complices. Il sait pas, également, ça mène à réfléchir. Beaucoup de questions à se poser à ce niveau. Ça mène vraiment à réfléchir. D'accord, nous allons revoir avec notre confrère et surtout prompt rétablissement à ses confrères, et nous allons essayer peut-être de revenir sur ce sujet pour comprendre exactement le dessous de ce sujet. On connaît. Allez, je crois que tu avais quelque chose à dire dessus. Non, j'ai effectivement suivi ce qui a été dit par rapport aux sportifs, que l'État ne leur venait pas en aide. Ça m'amuse parce que j'entends tout le temps ce débat-là, nos anciennes gloires, les anciens footballeurs, etc. Mais je trouve que c'est quand même mal comprendre les choses. Vous voulez qu'on fasse quoi pour quelqu'un qui a travaillé pour l'État et il a été payé? Quand vous prenez les footballeurs guinéens, combien de fois le Sili national a remporté, je prends un exemple rapide, de Coupe d'Afrique? 0 fois aujourd'hui. Et dans notre histoire, la Guinée n'a jamais gagné en Coupe d'Afrique un seul match à éliminatoire direct.
lorsque les éliminations sont directes, que ce soit en quart de finale, on n'a jamais dépassé les quarts de finale. Et dans le nouveau format, c'est maintenant les huitièmes de finale, on ne les a jamais dépassés. Mais il faut savoir que les gens ont toujours eu au moins 3 000 $. Oui. Et quand vous travaillez pour votre nation, on vous paye. Il vous appartient parce qu'il faut savoir que la plupart, je ne parle pas de AFIA 77, mais maintenant là, la plupart des joueurs sont professionnels. Quand tu gagnes ton argent, c'est toi qui dois te planifier en fonction de ce que tu fais. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un travaille à la fonction publique, il est payé. À la fin, c'est sa pension qu'il perçoit. Et la pension, c'est quoi? C'est ce qu'il a gardé quand il était en train de travailler. Si tu n'as rien fait, ne t'attends pas à ce que l'État te vienne en aide. Il y a aussi des disciplines qu'on pratique qui ne rapportent pas beaucoup d'argent. C'est pourquoi les gens à côté de ces disciplines-là font quelque chose. Le karaté, rassurez-vous que le karaté, ça ne va pas rapporter aujourd'hui. Nous sommes dans un pays pauvre, même en France, même dans les pays qui ont suffisamment de moyens. Donc, il y a des disciplines... Je précise. Ça veut dire parce que c'est pauvre chez nous et qu'ils vont participer à des compétitions à l'étranger, qui n'ont pas droit à cette imprime, ou bien qui n'ont pas droit à être rémunérés. C'est pas ce que je veux dire. La question de l'utilisation rationnelle. C'est pas ce que je veux dire. L'utilisation rationnelle, ça dépend de ce que je gagne. C'est pas ce que je dis. Les cyclistes, par exemple, les footballeurs, tu l'as dit tout à l'heure, c'est 3 000, parfois entre 3 000, 4 000, jusqu'à 5 000 $. Mais il y a des disciplines, parfois ils partent, ils n'ont rien. Ils se retrouvent, c'est au retour pour avoir même ce prime. Mais attends, c'est la croix et la bannière. Ce que même je dénonçais tout à l'heure. Je sais aussi de quoi je parle, dans certaines disciplines. Ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas demander à l'État de payer un karatéka à 3 000 $. De la même façon qu'il payerait un footballeur. Waouh. Ce n'est pas possible. C'est le maillot qui... Non, ce n'est pas possible. C'est le tricolore. Ce n'est pas possible, c'est la rentabilité. C'est le drapeau. Non, donc, non, tu es en train de me dire, parler, qu'en matière de sport, il y a au moins ceux qui vont aller représenter le pays. Il y a du 2 poids 2 mesures. Il y a des sports qui rapportent plus d'argent que de... Non, Kourouma. Moi, je pense que... Pas les en train de donner une fausse solution. Non, pas du tout. Il y a le sport roi. Non, regarde, on va prendre simple. C'est simple. L'équipe nationale de karaté, regardez quand elle fait des compétitions. Regardez la salle dans laquelle... C'est des personnes qui évoluent. Est-ce que tu peux me permettre de placer ça? Vas-y. Regardez quand elle fait une compétition. Quelle est la salle dans laquelle l'équipe nationale de karaté fait? C'est environ 300 personnes. Le stade de Guinée, c'est combien de personnes? C'est 50 000. C'est 50 000, Nongo. Le stade du 28 septembre. Avant, c'était 25 000. On me dit qu'avec la réglementation, c'est autour de 12-15 000 personnes. Ça veut dire que ce n'est pas la même rentabilité. Lorsque vous n'avez pas la même rentabilité, lorsque vous ne vous acquittez pas des mêmes obligations, vous ne pouvez pas réclamer les mêmes droits. Wow. Ça, c'est aussi simple que ça. Et ça, c'est partout dans le monde. Tu ne vas pas me dire que dans le monde, que Teddy Riner, qui a été plusieurs fois champion du monde de judo, a le même salaire que Kylian Mbappé, qui vient de commencer sa carrière de footballeur. Ce n'est pas la même chose. Donc, c'est que tu gagnes pendant que tu fais ta carrière, tu dois l'utiliser rationnellement. Quelqu'un qui fait l'escrime ne peut pas avoir les mêmes salaires, les mêmes primes que Wembanyama qui fait le basket aujourd'hui. Il y a des sports qui ne rapportent pas. Quand tu t'engages, c'est par passion, sache que tu ne vas pas gagner beaucoup et donc tu ne peux pas dépenser beaucoup. Il y a des sports, quand tu t'engages là-dedans, il y a des disciplines sportives, tu es obligé de faire quelque chose à côté. Il faut arrêter de dire qu'à chaque fois, non, l'État a abandonné tel. Tu as travaillé pour l'État, c'est bien. L'État t'a payé, c'est bon. Gère ton argent et c'est fini. Votre contrat, il s'arrête là. C'est ça. Simon Pierre, oui, rapidement. On est quand même d'accord sur le fait que les joueurs ou les sportifs doivent prendre conscience de leur situation et bien gérer leur argent. Ce que j'ai dénoncé ce matin, c'est qu'au niveau de la Fédération du cyclisme, on a mis des vélos à la disposition des cyclistes qui n'étaient pas en bon état. Ça, c'est un fait. Ça, quand même, il faudrait que l'État, ça c'est le minimum, on va représenter un État, il faudrait que les équipements soient en ordre pour qu'on puisse bien faire les courses. Mais si on n'arrive pas à le faire, là, il y a dilemme. Oui, je suis d'accord qu'il faut avoir de bons équipements, encore une fois. Je ne parle pas de ça, mais je parle de la rémunération et j'entends ça souvent. Ouais. J'ai entendu des SOS pour notamment Mamadi Kabadjian quand il était en situation de dépression. Et on connaît un peu l'histoire. Moi, je n'ai aucune pitié de lui. Aucune pitié, je n'ai jamais eu pitié de lui. Il a été professionnel en France. Il a joué à Gagnon en 2e division. Et il a eu de l'argent. Oui, non, il a eu de l'argent. Oui. Après, vous voulez qui se promène avec de l'argent dans son compte. Après, vous voulez que j'ai pitié de quelqu'un comme ça? Moi, je dis non. C'est comme les artistes. Quelqu'un a du succès, après on dit SOS pour lui. Quand il gagnait son argent, il gagnait pour l'État ou quoi? Il n'a rien fait. Je dis encore une fois, il faut penser que
l'État c'est le Père Noël, c'est Saint-Pierre quoi. Je dis, lorsque tu gagnes ton argent, tu dois l'utiliser rationnellement. Ce que ton ami gagne, si c'est plus que toi, tu ne peux pas faire proportionnellement les mêmes dépenses. Ce que tu dois faire, c'est de faire en sorte que ton argent et tes dépenses soient synchronisées. Si tu dépenses plus que tu ne gagnes, ben, si tu as les yeux plus gros que le ventre, c'est à tes risques et périls. Il ne faut pas qu'on passe. Il faut aussi, en parlant d'ailleurs du football, il faut aussi relever le fait que la plupart de nos footballeurs n'ont pas été à l'école, n'ont pas été dans les écoles de foot, qui les permettrait vraiment d'apprendre comment gérer éventuellement leurs avoirs. Donc il y a la responsabilité. Pas forcément, on n'apprend pas ça à l'école de foot. On n'apprend pas ça à l'école de foot. À l'école de foot, j'ai envie d'aller à l'école. Mais il est sur une fausse piste. Il faut qu'on celui qui a été à l'école de foot, moi je ne va pas le laisser s'encastrer. Je me souviens, tu parlais hier de ton grand-père qui allait à l'Indochine, il n'était pas à l'école là. Mais il a su gérer au moins son champ. Au moins quand il est revenu. À acquérir certaines connaissances qui vous permettront de mieux gérer votre avoir. L'autre chose c'est quoi? C'est la responsabilité pour le cas d'espèce de la Guinée. Et la responsabilité des agents aussi qu'il faut mettre en avant. Il faudrait que les agents aussi pensent éventuellement à encadrer eh bien, les joueurs qu'ils accompagnent. Mais ce ne sont pas des mineurs. Non, oui, attention. Ils ne sont pas des mineurs. Ils ne sont pas des mineurs. On peut être un majeur. Je suis d'accord. Parce qu'on rédige même des contrats, d'autres ont des avocats. Ils ont des avocats. Je sais qu'on va beaucoup plus polémiquer s'il s'agit bien sûr du sport. Parce qu'il y a quand même beaucoup à dire dessus. Parce que c'est un secteur aujourd'hui où c'est la jeunesse qui est beaucoup plus liée. Il y a beaucoup de trucs à dire sur ce sport. Je crois qu'on va revenir dessus pour essayer de comprendre beaucoup plus en profondeur ce qui ne va pas dans les autres disciplines. Parler peut-être qu'on va nous faire venir un spécialiste, c'est pas forcé, le ministre, on va voir des spécialistes parce que le ministre il est politique. Non, lui, il va nous dire généralement, il va nous dire généralement ce qui est politique, ce qu'il est en train de faire. Non, on va pas faire un procès d'intention. Non, on dit le ministre il est politique. Il a déjà montré sa bonne foi, il est venu dans cette même émission. Non, justement, on va pas appeler les ministres, on va appeler des grands techniciens qui sont tellement liés. On va appeler par exemple le président de la fédération du cyclisme, le président de la fédération, ils vont venir nous dire, on va essayer de faire un débat. C'est important quand même de mettre la lumière sur ces fédérations, c'est pas seulement que le football. Et je vous apprends, vous le savez déjà que même les Jeux de la francophonie, on a éliminé le basket et le football. On dit que parce que généralement, il n'y a pas de rendement, l'équipe n'a pas été formée, et on n'a pas assez d'argent. Imaginez, on n'a pas assez d'argent pour aller représenter la Guinée, surtout dans ces disciplines. Il faut rappeler quand même, il faut appeler le ministre, pourquoi on n'a pas pris des mesures pour former une équipe parce qu'on savait qu'on est qualifié, on devait aller. On n'a pas pris des mesures pour participer à un manque de respect de dire qu'on n'a pas d'argent. Non, mais justement, ça c'est qu'on n'a pas le niveau. Parce que les jeunes se sont battus sur le finance, mais ce n'est pas la première fois. Il y a le budget alloué pour cela. Alors c'est pour te dire, ces ministres et ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois lorsque vous avez malheureusement des sportifs à la tête de ces départements-là. Il y a toujours, il faut rappeler que Lansana Diallo, quand il a arrêté sa carrière, il était double champion du monde dans deux disciplines, dans niveaux de boxe, deux niveaux différents. Alors, il y a eu ce genre de choses, ce genre de pratique au temps de Aboubakar Titi Camara, lorsque l'équipe nationale guinéenne féminine de football était qualifiée pour la Coupe d'Afrique. Elles ont passé un mois, c'était pendant le Ramadan et tout ça. Moi, j'allais voir ces filles-là en préparation. Matin et soir, elles s'entraînaient. Et à quelques jours de leur voyage, il a dit que l'État n'avait pas d'argent et qu'il n'allait pas financer ça. Mais malheureusement, et ça, c'est une déception. Si vous demandez aux gens de jouer les qualifications, rassurez-vous que s'ils se qualifient, eh ben, vous avez ce qu'il faut pour qu'ils aillent en compétition. Parce que ce n'est quand même pas donné. La qualification, c'est sur le terrain que les filles-là l'avaient remporté. D'accord. Je disais qu'on allait revenir sur le cas du sport. Vous êtes bien sûr d'abord sur... Nous sommes dans la loupe, nous ne sommes pas d'abord dans le débat des polémistes, nous sommes dans la loupe. Et nous allons revenir à Odilon, qui va nous parler de ce qui s'est passé hier. Tout Conakry l'a senti. Il s'agit bien de Monsieur l'embouteillage. Hier, Conakry a senti sa présence. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Effectivement, hier, avec les mouvements sur l'axe, la route Le Prince notamment, eh bien, tous les conducteurs d'engins se sont débrouillés sur le littoral et sur l'autoroute, mais ça n'a pas été chose aisée. Moi, par exemple, à 21h, j'étais vers Commandaya, mais je ne suis arrivé chez moi qu'à 0h. Mais les embouteillages, nous sommes habitués. Mais ce que je dénonce, ce que je oui, parce que rappelez hier, c'était
à 16h jusqu'à 2h du matin. Ce que je voudrais ce matin dénoncer, c'est quoi? C'est l'attitude de la police routière. Lorsque vous savez, il faut rappeler que quand on parle de la police administrative, ce qui la caractérise, c'est la prévention. Et on ne peut pas nous dire qu'ils ne savaient pas qu'il y avait des mouvements et qu'il y aurait des embouteillages sur le littoral. Donc du coup, à cette heure-là, il n'y avait pratiquement pas de policiers. De Taouia, d'Amdalaï jusqu'à Kakimbo, c'est un seul policier qu'on a pu avoir. Donc la régulation de la circulation hier était assurée par les jeunes du quartier. Et ça, ce n'est pas une très bonne image pour notre pays. Alors, je crois que c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, le rapport entre citoyens et policiers le climat n'est pas un climat bon enfant, dans la mesure que quand il y a des cas d'urgence, la police n'est pas présente. Donc c'est le moment d'interpeller le ministre Bachir de la sécurité et de la protection civile. Qui est en train de dormir finalement. De prendre vraiment des dispositions. Avec la fougue, le changement. Mais au fait aujourd'hui, la police, elle se caractérise par la prévention. Oui. Voilà. Non, mais justement, oui, mais Bachir qui était venu avec la fougue quand même de réforme. Oui, non, attention, il y a quand même des réformes. Non, Kourouma, me dit un seul policier sur l'axe. Kourouma, vous savez, moi je suis dans une logique. Quand c'est bon, il faut le dire. Qu'est-ce qui est bon là-bas? Quand ce n'est pas bon là-bas, quand il y a des actions qui sont posées, j'ai envie de te poser la question. Qu'est-ce qui est bon là-bas? J'ai envie de poser cette Depuis question. l'arrivée de Bachir. Je voudrais que tu me cites 5 réformes au moins au sein de la police. Non, 2 ou 3. D'accord. Non. D'accord, on dit ça. Tu peux nous citer Bachir est venu avec l'euphorie, mais on ne voit rien là. En fait, ce sont les personnes qui sont venues avec des bons discours. Aujourd'hui, par exemple, suivez. Tout récemment, par exemple, il y a des moyens logistiques qui ont été mis à la disposition. Mais ça, c'est des dons. C'est pas la police qui a acheté. Non, attention. Ce n'est ni le ministère de la Sécurité. Donc ou pas, mais on pouvait détourner ça. C'est clair. Détourner. Non. Mais on fait, ça passe pas. Moi, ce que je veux dire, Kourouma, c'est lire à la client. Je vais juste vous faire comprendre ceci. Tout récemment, il y a des moyens logistiques qui ont été mis à la disposition de la police. Premièrement, moi, je demande 2 choses. Il y a pas un fonds qui a été créé pour soutenir. Bon, on va pas faire la promotion de. Je ne fais pas la. On va aller poser une question. Je crois que non, sur toujours là. Je crois que aujourd'hui il y a même nécessité qu'on agrandisse les routes. On a vu à un moment donné qu'on a coché des bâtiments et tout. Oui, mais ça c'est pas du ressort quand même du ministère. Non, mais ce que je veux dire, on est en train de parler d'embouteillage. On est en train de parler. Nous allons dire les causes et les conséquences. On est en train de parler d'embouteillage. Alors aujourd'hui, il y a nécessité vraiment qu'on puisse agrandir ces routes-là. Je pense que si les routes ne sont pas aussi étroites, tout le monde pourrait partir et revenir librement. Aujourd'hui, la problématique, c'est que si vous prenez des voies, vous avez tellement d'embouteillages parce que la route, elle est restreinte. Donc, il y a nécessité de casser ces bâtiments-là, notamment ceux qui se sont installés de façon illégale. Non, mais ceux qui se sont installés dans les règles de l'art, écoutez, s'il vous plaît, ont été construits sur des emprises de l'État, on va les casser. Mais si vous avez acquis avec la régularité, je pense qu'il y aura dédommagement. On ne peut pas exproprier quelqu'un pour cause d'utilité publique sans dédommager. Ça, c'est le droit. On va le faire. Mais si les gens se sont installés de façon anormale, anarchique, il faut se battre. Mais deuxièmement, aussi, il ne faut pas aussi oublier le manque de civisme. Parce que hier, il y a ceux qui prennent aussi. Oui, il y a ceux qui prennent aussi la deuxième ligne, le sens contraire, et qui créent deux fils pour une voirie quand même qui ne vaut même pas 5 mètres. Par exemple, hier, à partir de ratement civière, c'était les causes de l'embouteillage de ces niveaux. Tu disais tout à l'heure, c'est vrai que nous avons des routes qui ne sont pas larges, mais si nous suivions un peu les lignes pour ne pas créer double fil et des trucs, peut-être que si l'embouteillage hier est de 16h jusqu'à 2h du matin, peut-être que l'embouteillage serait réduit de 16h quand même à peut-être 21h, certainement. Mais nous avons aujourd'hui des soi-disant cadres qui ont des gyrophares sur des véhicules personnels, qui essaient de créer une deuxième ligne. Voire même troisième. Oui, c'est là le problème déjà. Justement, nous avons des motards qu'on appelle, les tricycles qu'on appelle aujourd'hui, qui n'ont aucune réglementation, qui créent aussi leur propre chemin. Nous avons des motards aussi qui ne comprennent pas. Donc, c'est vrai que quand on est en train de taper sur... J'ai l'impression, à un moment donné, il faudrait sanctionner. Parce que si
si l'on ne sanctionne pas, ça n'a pas d'effet dissuasif. Qui doit sanctionner? C'est des contraventions, bien évidemment. Ce sont des contraventions. Qui doit la police est là. La police routière est là. Si c'est le directeur général de la police lui-même qui crée le double fil et qui prend le sens contraire, même lui, il peut faire l'objet de sanctions. L'exemple Nul n'est au-dessus de la loi. L'exemple doit venir d'en haut. Nul n'est au-dessus de la loi. Si lui-même il fait des contraventions, c'est de la théorie. qui nous empêche d'appliquer ces de la loi, c'est pas en Guinée, ça c'est des théories. Le ministre de la Défense, l'inspecteur général des forces armées, ce sont eux qui pratiquent cette non, il y a quand même une catégorie d'autorité qui... Tu as des preuves? Non, il y a quand même une catégorie... Bien entendu. Il y a quand même une catégorie, je ne maîtrise pas trop beaucoup la liste, mais il y a quand même une catégorie d'autorités qui sont habilitées quand même à passer. On libère le chemin pour eux. C'est seulement le ministre de la Défense, le Premier ministre et le chef de l'État plus. Les ambulances. Les ambulances. Oui, ça c'est naturel ça. Et le président de l'Assemblée nationale qui ont reçu cette habilitation-là. Seul le ministre de la Défense a le droit d'utiliser les gyrophares. Le président, ça c'est obligatoirement. En Guinée, tous les ministres ont des gyrophares. Attention, il faut revenir dessus. C'est important de revenir là-dessus. Ceux qui sont habilités à utiliser les gyrophares, ceux qui sont habilités à créer les doubles fils, ou bien ceux qui sont habilités... C'est-à-dire ceux qui sont habilités à avoir de l'espace quand même, quelles qu'en soient les circonstances, quand même de se frayer des chemins afin d'arriver à destination. Très bien. Non, là, tu le disais, on l'a dit, et même il y a eu un communiqué au début du CNRD. Exactement. C'était la présidence, c'était l'Assemblée, le CNT, oui. C'était le ministre de la Défense et le PM, le Premier ministre. Les autres, c'était de se conformer à la règle régie quand même par le code de la route. Généralement. Mais aujourd'hui, nous savons aujourd'hui qu'en Guinée, nous avons des militaires sans plaque, qui ont des véhicules sans plaque, qui ont des gyrophares, qui créent des chemins. Nous avons parfois même des civils, parce qu'ils sont proches, c'est pas d'un département, de quelqu'un, qui ont des gyrophares sur des véhicules et qui ont des fausses identifications sur des véhicules pour lui laisser passer. Ce sont des avocats, généralement, je vois, c'est écrit avocat laisser passer. Et nous, les journalistes, oui, bon d'accord. Non, vas-y. Les magistrats, généralement, c'est normal. Des policiers, où vous voyez carrément, ce sont des motos ou bien des véhicules privés, où c'est écrit simplement dessus AG, ou bien PM, ou bien GN. Généralement, ce sont des véhicules privés. On essaie de coller ces plaques pour les permettre de se frayer des chemins ou bien pour les permettre quand même de se surpasser des contrôles de sécurité. Toutes les personnes qui bénéficient de ces avantages de la législation, c'est normal. Outre ces personnes-là, en tout cas, c'est des violations, tout simplement. C'est ça. En premier lieu, le directeur général de la police. Ça, je l'indexe formellement, catégoriquement, je l'ai vu. Voilà. Même ce matin, sortez. Allez-y, vous arrêtez au niveau de notre carrefour ici. Il le répétera. Sacré Diané ce matin. C'est vrai. C'est pourquoi je t'ai dit ce matin, garçon. D'accord. Nous allons fermer cette page, cette rubrique. Ouais, rapidement, tu as quelque chose à dire. Beaucoup de choses. Ah ben, sur la loupe, oui, j'ai oublié. Voilà, sur la loupe, certainement hier. Excuse-moi, Mandemori, il a utilisé la salle ce matin. Certainement. Le plateau, oui. Hier, vous avez suivi le petit écran de la télévision nationale. Oui, il y a eu des décrets. Là où le président le président de la transition a pris un décret nommant 7 hauts gradés de l'armée au niveau du bataillon spécial de Conakry, au niveau du bataillon des troupes aéroportées, au niveau du bataillon de la première région militaire, de la deuxième région militaire. Au total, en tout cas, ils sont au nombre de 7 hauts gradés. Ça, c'était la première loupe. La deuxième loupe, hier, vous avez certainement suivi le procès. Non, mais c'est qu'on a envie de savoir sur la nomination de ces hauts gradés. C'est quoi exactement? Parce que au sein de l'armée actuellement, moi, je ne dirais pas qu'il y a des petits problèmes, mais il y a des observations. Non. Parce que l'armée, c'est la grande muette, mais quand on observe, on le dit, peut-être qu'on peut avoir des spécialistes qui pourront nous dire oui, c'est parce que. Mais nous, en tant que journalistes, on essaie d'observer, on essaie d'analyser, on essaie de le dire, et peut-être qu'on a les réponses. Parce que quand tu tapes à la porte de la grande muette, il n'y a pas de réponse. On va te dire, c'est des choses placées secret défense. Mais ça, je crois bien ça, c'est pas placé secret défense. Voilà. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va te dire. Je ne sais pas,
l'unité des forces spéciales qui est en train de grandir par rapport à l'armée, je ne dirais pas l'armée régulière qui ne sont pas de l'armée régulière, mais quand on dit l'armée régulière, parce que c'est au sein de c'est l'armée républicaine. C'est l'armée républicaine. Mais au sein de l'armée républicaine, il y a des unités qui sont en train d'être créées. Des unités d'élite. L'unité, les forces spéciales. Aujourd'hui, est-ce normal? Ce sont des questions qu'on va se poser. Peut-être qu'ils pourront nous répondre. On n'est pas loin du ministre délégué de la Défense qui est là. Peut-être qu'il pourra même faire un tour ici pour venir nous dire exactement c'est quoi, puisque c'est un éminent professeur. Non, il y a la dure pas pour ça. Idi Amin. Non, Idi Amin, c'est un éminent professeur. Un falsificateur d'histoire. Non, ça, je ne saurais te dire. Je dis que c'est un falsificateur d'histoire. Il est prof de quoi? Je dis c'est un professeur. De quoi? Il saura venir quand même nous dire ici. Non, il y a la dure pas pour ça. Pourquoi l'unité des forces spéciales aujourd'hui, nous sommes à peu près à 1000 personnes, 1000 c'est pour agents. renforcer la sécurité. Pourquoi? Nous sommes en quoi? Eh oui, mais il faut renforcer la sécurité. C'est ça le problème. Part. Moi, je trouve que c'est quand même la loi qui dit que le président nomme à tous les emplois civils et à tous les emplois militaires. C'est un décret. Que le président prenne un décret pour nommer... Non, je ne parle plus du décret. Je dis l'observation. Aujourd'hui, au sein des unités des forces spéciales, il y a plusieurs unités, mais on sent qu'aujourd'hui, les forces spéciales au sein de l'armée sont beaucoup plus formées. Il y a beaucoup plus de formation. C'est vrai, aujourd'hui, partout dans le monde, dans toutes les armées, au moins, il y a des unités d'élite quand même. Dans toutes les armées. Ça, c'est partout à travers le monde, il y a des unités d'élite quand même. Oui. Tu as des forces spéciales. Les forces spéciales, je voudrais savoir. C'est pas force générale, force spéciale. Ils sont venus 500. 500, voilà. Ils sont venus 500 et poussière. 500 et poussière. Mais aujourd'hui, on se retrouve après à plus de 1000. Ils ont trouvé la nécessité. Mais le problème. Peut-être non, c'est la question. Il n'y a pas de problème. Non, mais c'est pour sécuriser nos frontières. L'objectif qui crée les forces spéciales, c'est après de lutter contre le terrorisme. Voilà. Après le bandit. Aujourd'hui, quand on prend par exemple l'Afrique de façon générale, la sous-région ouest africaine, aucun État n'est épargné. Non, mais c'est pas ça. C'est les forces spéciales. C'est pas ça. Il y a juste une volonté de. Il y a juste une volonté de ne pas quitter le pouvoir. Le gars est en train de se renforcer. Mais ça aujourd'hui, quand vous partez visible, c'est partout. Mamadi Doumbouya n'est pas éternel. Demain, il sera appelé à quitter ce pouvoir-là et des Guinéens le pharaon a quitté son pouvoir, mais est-ce qu'il a quitté à temps? C'est ça le problème. Est-ce que nous avons besoin aujourd'hui de rien ne nous amène à avoir peur du fait qu'on est en train de recruter des gens au sein d'autres Guinéens au sein de cette unité d'élite. Donc déjà, ça crée d'emplois. Donc on ne va pas revenir là-dessus. Alors, il faut déjà préciser le contexte dans lequel Mamadi Doumbouya est arrivé au pouvoir, à la tête d'environ 400 personnes. Il a renversé le président. Il faut savoir qu'au sein de l'armée, il y a des gens qui avaient la volonté d'intervenir. Sauf que, puisqu'il avait déjà le président avec lui, ils n'ont pas voulu mettre la vie du président en danger. Et Mamadi Doumbouya, c'est un fin stratège. Il sait que par rapport à certaines unités, notamment le Bata, il est en sous-effectif. Donc il ne peut pas, en cas de problème, il ne peut pas faire face tout de suite là sur le plan du nombre. Et il faut savoir que Bata, ce n'est pas des enfants de cœur non plus. Ce ne sont pas des enfants de rue. C'est des militaires, c'est une unité d'élite de l'armée guinéenne. Les militaires du Bata, avant les forces spéciales, c'était vraiment le sommet de l'armée guinéenne. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit qu'il peut y avoir des crises. Qu'il peut, un militaire qui arrive au pouvoir par coup d'État a toujours peur d'être renversé. Parce qu'on a vu l'expérience dans la sous-région, des gens qui font des coups d'État, contre lesquels on fait des coups d'État, et qui reviennent encore faire des coups d'État. On voit que ça arrive, c'est arrivé dans l'histoire et ça arrive même récemment. Donc il faut qu'il se munisse de suffisamment d'hommes, de suffisamment d'armes. Ça ne suffit pas. Pour faire face à une éventuelle crise. Vous savez la réponse exactement de ce que je voulais poser comme question. Le nombre de soldats bien formés, c'est comme avoir l'arme nucléaire. Ça peut être dissuasif. Ça peut être dissuasif. Et donc, je trouve que ce que Diane dit, et là, je le rejoins, ça donne l'impression qu'il a des velléités de s'éterniser au pouvoir. Mais ça ne suffit pas. Regardez. Laissez-le, tu vas revenir. Nos palais, ça marche pas. Attention, après tu vas venir dire au moins tu peux le contre-attaquer, mais laisse-lui parler. Regardez aujourd'hui le chronogramme de la transition. De façon unilatérale, Mori a sorti les 10 commandements. Aujourd'hui, on n'est pas capable de dire avec exactitude où en sommes-nous. Il n'y a pas de lisibilité. Et même les opposants les plus farouches
au colonel Mamadou Doumbouya, au CNRD, te disent qu'il y a de fortes chances qu'il y ait un glissement. Et ce glissement voudrait dire quoi? Quelle est la conséquence d'un glissement de calendrier? Ça veut dire que le CNRD et son gouvernement, à la tête duquel il y a Mamadou Doumbouya, vont encore continuer à être à la tête du pays. Si ce n'est pas une confiscation du pouvoir, dites-le moi. Il ne dira pas de sa bouche, il sait, il est suffisamment intelligent pour savoir qu'il ne peut pas dire « je ne quitte pas le pouvoir ». Mais si les choses retardent, il clame partout sa volonté de partir une fois des élections organisées. Mais si le chronogramme retarde, il va sans dire que Mamadou Doumbouya va rester. Et le CNRD a montré son envie de rester au pouvoir. Rappelez-vous que dès qu'ils sont arrivés, ils ont dit qu'ils vont faire 3 ans. Ensuite, il y a eu cet accord avec la CEDEAO après avoir fait 11 mois et quelques. Aujourd'hui, on parle de, si on comptabilise, ne serait-ce que ce qu'ils ont fait et l'accord signé avec la CEDEAO, ça fait combien de mois? Ça fait autour de 36-39 mois. C'est plus de 3 années. Donc ça veut dire qu'ils sont dans leur volonté de rester au pouvoir aussi longtemps. Et rappelez-vous que des bruits de couloir avaient dit que son intention, c'est de finir le mandat de 6 ans entamé par le professeur Alpha Condé. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'il n'est pas sur cette lancée. Ils s'arment davantage. Ils ont leur calendrier, il y a des négociations, ça part Dieu aussi a son calendrier. Mais lui, il décide de faire quelque chose, il l'applique et jusqu'ici, il n'y a rien qui le freine dans sa volonté d'aller, de confisquer le pouvoir et d'aller jusqu'au bout de sa logique. Je dis donc, voyons ce recrutement-là comme une sorte de garantie de ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Je vais placer un mot. Je vais placer un mot. C'est pas un bouclier. D'ailleurs, il me prête le mot. C'est pas un bouclier parce qu'il y a un adage africain qui dit celui qui règne par les armes périra par les armes. On a vu Blaise Compaoré qui a fait 28 ans au pouvoir, mais il est parti par les armes. Donc, si c'est pour renforcer sa sécurité, ça ne marchera pas. On a vu des militaires qui sont venus au pouvoir avec les armes, mais finalement, ils ont renforcé leur pouvoir pendant très longtemps, mais ils ont fini par partir. Je ne parle pas des anciens, mais notre génération, nous qui avons vécu les coups d'État, il faut quand même reconnaître que Mamadou Doumbouya est en train de conduire cette transition avec la plus grande sagesse. Mais comment ça? Il y a eu combien de mois? Attention, il y a des dérives. Certes, il y a des dérives, mais par rapport, comparativement aux autres, par rapport à quoi? L'homme, il est sage dans la conduite de la transition. Il n'a qu'à arrêter. C'est la continuité. Je comprends mal ce matin. Je comprends mal ce matin que le recrutement au sein de l'armée. Je préfère le carton. Simon Pierre l'a rappelé. Quand on recrute, on aide des gens à avoir de l'emploi. Non, arrêtez. Ça, c'est pas la fonction publique, ça. Ça, c'est pas la fonction publique. Quel emploi? C'est comme un emploi. Je suis pas d'accord. Si nous avons la chance aujourd'hui d'avoir une armée beaucoup plus qualifiée, bien qu'à côté souvent nous avons des dérives qui fait des coups d'État, une armée qui est qualifiée. Est-ce que l'armée guinéenne est qualifiée? Je ne sais pas. Excusez-moi. La question, j'ai bel et bien dit, nous avons l'armée. Il y a une formation au sein de l'armée. Mais pourquoi une seule unité est en train de recruter? Voilà. Pour au moins pour se renforcer. Je sais, dans beaucoup de pays, quand c'est une unité spéciale, ce concours de recrutement au sein de l'armée qui est en train de excusez-moi, pour les forces spéciales. Dans les autres pays. Non, Mohamed, répondez à la question. Le concours de recrutement au sein de l'armée qui est en train de il y a eu un concours récemment. Il y a eu un spécial. Et il faut rappeler, il n'y a pas l'armée de l'air. Donc il est important de recruter suffisamment de militaires. Ça ne s'est pas passé seulement chez les forces spéciales. Récemment, il y a eu également un concours de l'armée qui était du côté du camp, de l'autre côté, Camp Samori. Il y a eu ce recrutement-là. Aujourd'hui, il y a vraiment nécessité de renforcer l'armée, de recruter en termes d'hommes, en termes de nombre. Je suis d'accord. Parce que la population est en train d'augmenter. Et il y a également nécessité de protéger les territoires du pays. Il y a assez de besoins. On ne peut pas dire, bon, parce qu'on a recruté, on a augmenté le nombre des forces spéciales, alors qu'on ne l'a pas fait seulement que pour les forces spéciales. On l'a fait aussi pour l'armée de façon globale. Dans un état normal, lorsqu'il y a des concours, généralement, on le fait. Et ce n'est pas seulement dans le cadre de l'armée. Il y a eu des magistrats récemment. C'est des concours dans l'État, ça arrive. Et lorsqu'on recrute, cela ne voudrait pas dire qu'on a une volonté. Si vous dénoncez le recrutement au sein des forces spéciales, dénoncez également le recrutement qui a été fait tout récemment pour le compte de la magistrature. Le chef d'État n'appartient pas seulement aux civils. Maintenant, suivez. Moi, je vais partir sur les indices qui vous permettront de comprendre effectivement ce que nous sommes en train
train de dire pour dire qu'ils ne sont pas dans l'illusion. Ouais. Ce ne sont pas des propos illusoires. Je suis réaliste. Aujourd'hui, il faut comprendre que la promotion de l'employabilité dont vous parlez aujourd'hui là, le CNRD, à son arrivée au pouvoir, a fait valoir combien de citoyens, combien de cadres, n'est-ce pas, à la retraite. Ouais. Le nombre, c'est combien? Plus de 40 000 qu'on appelle fonctionnaires amenés à la retraite. Oui. Ils ont promis de recruter. Est-ce qu'il y a eu recrutement? Il y a des préalables. Suivez-moi. Suivez. Vous avez parlé d'emploi. Laissez-moi terminer. Suivez-moi. Il faut prendre les gens au mot. Il faut prendre nos autorités au mot. Il y a trop de gens dans ce dossier. Ils ont promis de recruter, de rajeunir l'administration. Est-ce qu'il y a eu recrutement aujourd'hui au sein, si c'est par rapport à l'employabilité? Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui des besoins pour d'autres ministères que le ministère de la Défense? Les enseignants contractuels. Contractuels également. Est-ce qu'il n'y a pas nécessité aujourd'hui? Si il y a nécessité ou l'impératif de recruter, c'est notamment aujourd'hui dans le secteur de l'enseignement. De la santé. Parce que, de la santé. Voilà. Beaucoup d'autres secteurs. Pourquoi ne pas recruter là-bas si effectivement c'était pour permettre, n'est-ce pas, aux citoyens d'accéder à un emploi ici? Mais c'est en cours. On parle souvent du ministère du travail et de... Rapidement, Janet, nous allons revenir. D'autres indices. C'est normal. On peut comprendre votre logique. Si c'est par rapport, n'est-ce pas, à la défense de l'intégrité territoriale, également aussi de sauvegarder la souveraineté de l'État. On peut comprendre si, n'est-ce pas, ces recrues-là étaient déversés sur les autres parties du territoire national. Mais est-ce que ces éléments aujourd'hui, dès qu'ils sortent du camp militaire, ils sont automatiquement affectés à la garde présidentielle là. Ça ne vous tique pas. Et le recrutement de l'armée et le recrutement qui s'est fait pour l'armée de façon globale. Donc Diané veut dire que ce recrutement qu'il y a eu au sein de l'armée, tous ces gens-là seront affectés à la présidence. Vous l'avez compris, nous sommes avec les polémistes, s'il vous plaît. Nous sommes avec les polémistes, vous l'avez compris, nous allons polémiquer. Au niveau des loupes, parce que voilà. Ta loupe n'est pas finie. Tu es en train de louper, tu n'as rien loupé. On y va. On y va. Il faut louper toujours. Hier, il n'a rien loupé. Vous avez suivi le procès du 28 septembre qui se tient toujours au tribunal de première instance de Dixine, délocalisé à Kaloum. Et le colonel Ibrahima Sori Kalonzo avait quand même sollicité une mise en liberté provisoire. Mais finalement, le président du tribunal, Ibrahima Sori Tunkara, a trouvé que le moment n'est pas opportun. Il n'a pas accepté. Bon, il a rejeté la demande. Restons toujours dans les cours et tribunaux pour dire aussi à la CRIEF. La CRIEF, c'est très important. En parlant de Kalonzo, je crois que de tous les accusés qui ont défilé devant cette barre-là, c'est celui autour duquel même les co-accusés plaident. Pour Kalonzo, Kalonzo, oui, jamais. Pourquoi il n'a pas apporté des pièces? Mais où sont les pièces? Non, il dit qu'il était en prison. Attention, on est dans une procédure. Attention, on est dans une procédure. Il était détenu. Tu as entendu c'est ce qu'il a dit. Il était détenu. Est-ce qu'il a pu apporter les preuves qu'il était en détention? Je ne me rappelle pas. Mais les Kalonzo ont dit le lieutenant bras armé, bras droit de Kéboro. Exactement. Ce sont des hommes de Kéboro. À qui on a demandé, qui ont dit Kalonzo n'avait rien à voir. Non, mon ami, c'est pas une parole d'évangile. Mais c'est dans la procédure, c'est dans la procédure. S'il vous plaît, doucement. C'est pas une parole d'évangile. Le président du tribunal doit revoir sa situation. Nous tous, on a suivi ce procès, on a demandé à Kalonzo, il dit qu'il était en prison. On dit d'accord. Quelle est la période? Il a défini la période. On dit bon, on peut avoir une pièce ou bien on peut aller à la gendarmerie là où le registre. Jusqu'à présent, si Ibrahima Sori Tunkara, c'est un juge très posé, il est bien aguerri, il est très bien organisé dans sa tête. Si tu vois qu'il a rejeté, en plus, a montré sa malhonnêteté. Parce que entre autres, il a été mis en prison parce qu'il a volé. Voilà. Il ne faut pas oublier. C'était malhonnête. D'accord. On n'est pas en train de parler du cas de vol pour lequel il a été mis en prison. C'est parce que c'est un malhonnête. Donc ce qu'il est en train de dire là, on parle de sa participation, de sa responsabilité dans les événements du 28 septembre. Il y a des circonstances aggravantes et il y a des circonstances atténuantes. Kalonzo a montré par le passé que c'était malhonnête. Non. Ces événements on doit faire une distinction. Non, permets que je termine ça. C'est comme il dit qu'il est attendez.
Non, il faut faire une distinction. Kalonzo est poursuivi pour quoi? Est-ce qu'il est poursuivi pour le vol précédent? Non. Sur la question, il est poursuivi pour les événements du 28 septembre. Alors, je suis d'accord sur le fait que s'il n'a pas pu produire des pièces justifiant qu'il était en prison pendant cette période, que le tribunal rejette sa demande. Et en parlant du tribunal, c'est pas que le juge Tunkara. Donc il y a également les assesseurs. Donc c'est le tribunal qui a rejeté cette demande-là. Et pour le moment, on estime quand même que c'est une bonne démarche. Alors, j'étais en train de dire que la sincérité même de l'accusé pose problème. Il n'est pas poursuivi pour... il est poursuivi pour ce qui s'est passé au 28 septembre. Mais il y a des faits qui peuvent remettre en cause sa sincérité. Un gendarme, c'est celui qui arrête les bandits, les voleurs et autres. Si lui-même, il reconnaît publiquement à la barre que c'est un voleur, et que c'est pour ça qu'il avait été mis en prison, regardez l'hypothèse qui avait été avancée lorsqu'il était en train de comparaître par certains avocats. Ils lui ont dit que l'une des raisons pour lesquelles on aurait pu te libérer, si tu étais en prison, c'était d'aller commettre cette sale besogne au niveau du stade. Et jusqu'ici, ni lui, ni Kegboro, ni personne d'autre n'est capable de justifier, n'a été capable d'apporter la moindre pièce qui prouve qu'il a été en prison à la date précise du 28 septembre. Parce que la question d'être en prison, effectivement, oui, il a été parce que c'est un voleur, c'est un malhonnête. Sauf que... Il a reconnu publiquement. Oui, mais c'est lui-même qui l'a reconnu, c'est pourquoi je dis que c'est un malhonnête. C'est un voleur. Mais est-ce que à la date du voleur 28... tout simplement. Un voleur n'est pas honnête. Un voleur, c'est un malhonnête. C'est de la malhonnêteté que de voler. Tu ne peux pas m'enlever ça. Mais tu es sur le mot là. Non, c'est pas un voleur ordinaire, c'est un gendarme. Et ça, c'est grave. C'est un voleur. Non, c'était un gendarme. Non, c'est un gendarme qui a volé. Et vous ne me direz pas qu'un voleur est un homme honnête. Un voleur, c'est un malhonnête. C'est de la malhonnêteté. Et cette malhonnêteté remet en cause sa sincérité. C'est toi qui m'as arrêté, sinon j'étais passé. Qui n'a jamais volé sur ce plateau? Moi, je n'ai jamais volé. Je n'ai jamais rien volé. Jamais. Non, je n'ai jamais rien volé. Et si toi tu l'as fait, d'accord. Nous ne sommes pas tous des Kalonzo. Toi, tu l'as sûrement fait. S'il l'a fait, d'accord. Moi, je ne pose pas, je ne m'arrête pas sur ça. Je disais, aujourd'hui, la sincérité de l'accusé est un problème. Et il pose problème. Je ne vois pas pourquoi le libérer. Par contre, on a suivi, cessé. Jusqu'ici, personne, aucun témoin, aucun co-accusé, aucun avocat n'a dit que Cessé était au stade et personne n'a prouvé sa présence au stade. Je peux plutôt me poser des questions sur pourquoi il est là. Oui. Mais encore une fois, même pour sa propre sécurité, le mieux aujourd'hui serait qu'il reste là-bas jusqu'à ce que le parquet pourrait trouver même des mécanismes pour sa sécurité. Mais le parquet a décidé de le garder en prison. La question de sa liberté ne se pose plus. La prison, c'est l'exception. Le principe, c'est la liberté. On peut affecter des officiers de bureau judiciaire pour sa le parquet a décidé que sa place est là-bas et moi je dis qu'il n'a qu'à rester. Sur ce cas du 28 septembre, au fur et à mesure on déroule, au fur et à mesure on continue, on se rend compte que ce n'est pas exactement le 28 septembre où les événements se sont passés. Il y a des gens qui sont pour... Il y a eu des actes quand même avant le 28 septembre. Et après les événements. Ouais. Donc Kalonzo peut être là parce qu'il était quand même le 28 septembre à supposer qu'il soit en prison. Mais avant, c'était un lieutenant de Kegboro. Et il y a eu des gens qui étaient mis dans les containers selon quand même... En attendant qu'on ait tous les éléments. Il y a des témoins qui sont venus dire qu'ils ont été torturés. Il a la tête tranquille, il est posé. Il sait pourquoi il a pris cette décision de le maintenir. C'est vrai, chacun d'entre nous, nous sommes des Guinéens avant d'être journalistes, avant d'analyser. Chacun aussi a ses analyses. Peut-être Odilon peut penser aujourd'hui pour l'instant. De Kalonzo, c'est pas une analyse. C'est un fait, c'est un voleur. Il y a certains aussi qui pensent c'est pas une analyse. Il y a certains qui pensent même que Toumba ne doit pas être en prison. Il y a certains qui pensent que Dadis ne doit pas rester. Donc chacun est libre de ses analyses. Mais quand même, et chez nous ici, les polémistes, nous sommes libres aussi d'analyser, mais dans les règles de l'art. Odilon, surtout que tu es un juriste. Hein. Alors, le deuxième. Qu'est-ce que tu veux dire? Ta deuxième loupe que tu n'as pas loupé. Troisième. La troisième. C'est matin avec la criève. Hein. La criève. Là, il y a quelque chose qui est de très drôle qui se passe à la criève. Drôle ou bien. Très drôle. Non, c'est le droit avant tout. C'est le droit. C'est quand ça ne va pas dans votre sens. Non, le médecin. Est-ce que tu sais ce qu'il va dire de le médecin général Rémi Lama des erreurs judiciaires a été acquitté. Il était poursuivi
et pour détournement des deniers publics, falsification de documents, de contrats et beaucoup de chefs d'accusation. Voilà, avec la société Sogimap. Hier, la CRIEF a acquitté vraiment le colonel, l'ex-ministre de la Santé, Rémi Lama. Le médecin général. Le médecin général. Et là, j'ai une question par rapport à ça. Continue, on va poser la question tout à l'heure. Voilà. On va répondre. Comme dit Odilon, c'est le droit qui a été dit. Oui. Tout le monde au début disait que non, la CRIEF, c'est ci, c'est là, tout ce qui se passe là-bas, non, ça ne va pas. Donc la fumée blanche s'est dégagée, est sortie hier. Non, j'en viens, je n'ai pas fini. Je vais vous poser une question. Je viens. Tu auras l'occasion de parler. Laissez-lui finir. Il y a quand même... Laissez-lui finir. Il y a certains qui pensent que vraiment c'est un appât pour les politiques. C'est pour dire, regardez, il y a quelqu'un qui est venu, qui était un ancien dignitaire au niveau de la CRIEF, il a été blanchi, il a été acquitté, il a été déclaré non coupable. Un appât pour les politiques pour venir. Est-ce que ce n'est pas une manière pour la CRIEF de se refaire une bonne image? Point d'interrogation. Est-ce que c'est parce que le médecin général était blanc, il n'était pas coupable des faits qui lui étaient reprochés? Voilà, non, oui, bien sûr, non, tu sais. C'est pourquoi je dis, est-ce que ce n'est pas un appât avant tout pour dire aux politiques de venir? Attendons de voir. Entre autres, ce sont des questions qu'on est en train de se poser. Est-ce que ce n'est pas un appât pour les politiques? Attention, ce n'est pas quand même la première fois. Il y a quand même des inconnus qui ont été acquittés. Mais les gros morceaux, tels qu'aujourd'hui, ceux qui ont géré ces pays, ceux qui ont géré... Par exemple, Souleymane Traoré, je te pose la question. Par exemple, Souleymane... de moins 1 milliard parce que je vais vous poser la CRIEF, c'est parce que tu es poursuivi pour une affaire en termes d'argent. Mais Souleymane Traoré, l'ex-DG, lui, il a été condamné. Il a été condamné. Voilà, il s'est bien confisqué, tout ça là. D'accord. Mais la question aussi que je voulais poser en matière surtout de ce... Tu fais bien de la CRIEF, tu fais bien de me rappeler, c'est-à-dire la fonction, le médecin général. Est-ce que parce qu'il est porteur de tenue qu'on est en train de le libérer? Parce qu'aujourd'hui, au niveau de la CRIEF, on ne verra jamais un militaire. Et pourtant, nous savons ce qui s'est passé. Ici, il y a eu une gestion quand même au sein de l'armée. Des militaires. Non, il y a eu une gestion quand même au sein de l'armée. Bien sûr. Il y a Diané qui a été ministre de la Défense aujourd'hui, qui est, Dr Diané aujourd'hui, qui a été ministre de la Défense, qui est aujourd'hui au niveau de la CRIEF. Mais son intendant n'y est pas. Est-ce que c'est parce que c'est le général porteur de tenue, parce que tu peux être général comme toi, tu es un général quand même de rédaction, mais général porteur de tenue de l'armée, est-ce que parce que c'est un général qu'on est en train de le blanchir? Parce que c'est une gestion. Ce sont les grosses questions aujourd'hui que j'ai envie de poser, surtout parler. Est-ce que parce que quand on est aujourd'hui des forces de défense et de sécurité, on n'est plus inquiété? Tu es épargné de la CRIEF. Alors, je ne peux pas dire ça avec mais c'est tout l'air. Non, mais justement... Oui, c'est la question qu'on pose. Chacun a sa réponse. Laissez-le aller. Est-ce qu'on peut aussi poser la question de façon inverse? Est-ce que parce qu'il est militaire, on devrait le condamner pour dire qu'un militaire a été condamné enfin? Je pense qu'il faut se battre pour que le droit dit. L'injustice est très grave. Moi, je préfère qu'on l'innocent un coupable plutôt que de culpabiliser un innocent. Ce que je pense, c'est qu'il n'y a pas de surprise dans sa libération. Ah bon? C'est un petit poisson. C'est un moineau. Non. Par rapport Par rapport à qui? Par rapport à tous les dossiers qui arrivent. Il faut vous rassurer qu'on ne peut pas non plus condamner tout le monde. Sauf que sur les gros dossiers, on ne va pas tout de suite libérer un certain nombre de personnes. Donc il faut aujourd'hui avoir des exemples de part et d'autre. Rémi Lama a été ministre d'Alpha Condé, jugé et puis acquitté. Qu'est-ce qui va être dit? Ce n'est pas une chasse aux sorcières. Ce n'est pas une course contre les anciens dignitaires. On veut juste savoir ce qui se passe. Comme ça, on peut mieux justifier la condamnation prochaine et probable de Kassori, de Damaro, de Dr Diané, de Cellou Dalein Diallo, de probablement du professeur Alpha Condé, etc. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est en train de trouver le moindre du lieu. Et je pense, selon mon analyse, c'est pour ça que certaines personnes qui n'ont pas de velléité politique, mais qui étaient plus ou moins forts dans le gouvernement d'Alpha Condé, ont été libérées. C'est le cas, par exemple, de Damantan Albert.
et d'autres personnes qui ont été des ministres quand même qui ont été bien vus ici, mais qui n'ont pas de velléité politique. Aujourd'hui, ce que je dis, c'est que moi, je ne suis pas surpris de la libération du médecin général Rémi Lamar, mais je pense que ça va être l'exception qu'on va brandir lorsque certains gros poissons qui ont des velléités politiques seront condamnés. D'accord. Rapidement. Ce que je voudrais dire, c'est que lorsqu'on est dans une procédure, il faut faire très attention aux erreurs judiciaires. Parce que ça met en péril non seulement les libertés, mais aussi le patrimoine des gens. Alors, la précision à ce niveau, c'est que ils ne sont pas poursuivis tous pour les mêmes faits. Ce n'est pas les mêmes gestions. Ce n'est pas la même chose. Mais la plupart. Les chefs, il y a des gens, c'est pas les mêmes griefs, c'est pas les mêmes degrés, c'est pas les mêmes implications. Généralement, on dit corruption, détournement des deniers publics, concussion, enrichissement illicite, à peu près tous. Vous avez des chefs d'accusation, mais on ne peut pas dire que tel est poursuivi pour ça et également tel est poursuivi pour les mêmes faits. Généralement, il n'y a pas les mêmes degrés d'implication. Ce que tu es en train de dire, c'est tellement intéressant que nous allons revenir pour essayer d'en parler très bien. Après cette pause, nous allons revenir quand même. Avant de rentrer dans le débat des polémiques, nous allons rapidement faire 5 minutes pour éclairer, parce qu'avec ces hommes de droit, c'est très compliqué. C'est très très compliqué. Nous allons essayer d'en parler, mais juste après la pause.